N'attendez pas qu'on vous prive de l'information pour la défendre. Ça, c'est le slogan de Reporters sans frontières. C'était l'été 2018 et je venais de m'acheter cette petite caméra de poing. Pour finir mes études en médias, je voulais comprendre au plus près la crise du journalisme. Les années se suivent et se ressemblent pour la liberté de la presse. Dans son rapport annuel, Reporters sans frontières constate sa dégradation en 2017. Alors vous voyez, tous les pays qui sont en noir ou en rouge, c'est ceux où il n'y a pas ou presque pas de liberté d'expression pour ni la presse ni les citoyens en général d'ailleurs. La Chine, l'Iran, l'Arabie Saoudite, la Libye, mais aussi la Russie, l'Algérie, le Mexique, etc. Un véritable groupe de la mort, comme on dirait en langage footballistique. Et l'occasion était venue d'enquêter chez l'un de ses membres les plus emblématiques. 2018 FIFA World Cup, ladies and gentlemen, will be organized in Russia. Les caméras du monde entier vont s'allumer sur la Russie pendant un mois. Ce pays, dont l'équipe nationale, et ça Poutine le regrette, est classé 60e au classement FIFA. Mais plus grave, ce pays il est classé 148e au classement mondial de la liberté de la presse. En Russie, un journaliste de télévision a été assassiné en pleine rue mercredi. Il y a tout juste 10 ans, la journaliste russe Anna Politkovskaya était abattue dans son immeuble. La piste de l'activité professionnelle, c'est l'hypothèse que privilégie la police russe pour expliquer ce nouveau passage à tabac d'un journaliste. Avec mon passeport de supporter, une fenêtre s'ouvrait pour documenter l'un des grands combats du journalisme. Welcome to Russia. Mon périple commence par un crochet au nord-est de Moscou, dans l'oblast de Vologda, où survit le seul festival du cinéma européen de Russie. Не пропустите! 6-й фестиваль молодого европейского кино Voices с 3 по 6 июля. Легендарный Кшиштоф Занусси. Фильм «Открытие Каннского фестиваля». J'espère y rencontrer des journalistes avec qui m'entendre. Car, ah oui, un détail. Je n'en connais encore aucun, et je ne parle pas russe. Bon, on y croit. Après quelques précautions, et grâce aux interprètes rencontrés sur place, je parviens à approcher les seuls journalistes indépendants de la ville. C'est une équipe sur laquelle je n'aurais pas misé, mais qui montre à domicile une combativité remarquable. Сейчас, нет, пока он тянет паузу. Акинфеев замер на ленточке, разгоняется Ковачич и... Тащит Акинфеев! Marina Tchernova est reporter au sein du dernier journal indépendant de la province. Elle m'apprend qu'il est toujours possible de mener des enquêtes, même dans l'ombre menaçante d'une petite région. То есть я, например, занимаюсь расследованиями уже несколько лет. И на сайте госзакупок я выяснила, что на каждое мероприятие выделяется очень много средств. Примерно каждая выставка, она стоит областному бюджету 2,5 миллиона рублей. И чтобы проверить, как тратятся эти деньги, я пришла на одну из выставок и посмотрела, насколько то, что сделано, совпадает условиям договора. Но учеба пока не планировалась, конечно, у нас, так как оператором этой системы. Выяснилось, что практически нарушены почти все статьи договора. Нет ни цветов, которыми должны были украшаться сцена. То есть на сцене по договору должно было быть 12 напольных конструкций с какими-то цветами, которых даже в вологодских магазинах в продаже нет. Моя статья, она стала первой в номинации «Лучшее журналистское расследование в России» в конкурсе, который провела «Новая газета» и Ассоциации независимых издателей.
And do you think you could put me in contact to some person you talked about who organized this competition? Конечно. Вот я думаю, что как раз председателем вот этой ассоциации независимых издателей региональных очень интересно будет побеседовать, потому что они смогут рассказать, с какими видами давления они сталкиваются. Voilà un peu le bilan de ce match-là et une victoire logique de cette équipe russe. Ильяшевич, Дзюба. Меня зовут Сергей Лапенков, я родился в Сибири, собственно, я жил в Сибири очень долго, и где-то более 20 лет я журналист. Я работал в газетах в Красноярске, в Омске, в Томске, затем я работал в Томской медиагруппе на канале ТВ2, потом я стал директором одного из каналов, входивших в нашу медиагруппу. Здравствуйте, в студии Мелани Бачина. Хроника событий дня в программе «Час пик». Я просто еще подчеркну отдельно, что телекомпания не была оппозиционной. Да, если было некое событие, которое мы считали важным осветить и рассказать об этом горожанам, то мы это делали. Зима была очень снежная, а город плохо убирали. И губернатору задали вопрос, когда уберут снег с улиц. Были огромные сугробы, было совершенно плохо на дорогах, то есть там, где было 4 полосы, стала 1 полоса там, да, то есть все. И он ответил следующим образом: вы живете в Сибири, если вам не нравится снег, уезжайте на юг, там снега нет. И все телекомпании, все газеты и порталы, которые были, журналисты, представители которых на этой встрече, они не дали эту фразу в эфир, а мы ее дали полностью. Это последняя капля. Коротко, значит, телекомпании просто отказали в передаче телевизионного сигнала и таким образом просто нас выключили из эфира. Потому что независимых частных медиа в России очень мало. По цифрам 2012 года 20% в России всех медиа от 100 это независимые были, а 80 это государственные и муниципальные. Я думаю, что к сегодняшнему дню, просто с 2012 года нет других цифр, она стала еще меньше. L'exemple de ces journalistes locaux m'indique la voie de l'indépendance. Mais face à de tels niveaux de pression, celle-ci ne peut être que semée d'embûches. Pour la suivre jusqu'au bout, je rejoins Stéphane et son véhicule tout-terrain. Personnalité du festival, venu aussi pour l'aventure, il accepte immédiatement de m'emmener avec lui. Je suis parti de Paris. On est parti de Paris un vendredi matin à 11h30 et on est arrivé 4 jours après à Moscou. Je me rappelle, on avait 3002 km au compteur, de chez moi jusqu'au centre de Moscou. Bon, c'est quand même un rythme un peu effréné, parce qu'on est un peu parti tardivement. Donc on a fait à peu près 900 km par journée, mais on a quand même pu faire quelques pauses. Lancé à fond sur ces chemins de traverse, dissimulé parmi des centaines de milliers de supporters, je peux m'aventurer sans danger dans la grande arène du journalisme. Y suivre un match qui se joue partout dans le monde, mais que je n'ai jamais observé d'aussi près. Канал «Россия» — это федеральный государственный канал, который является основным каналом российского правительства. Dans l'équipe officielle, je rencontre Elena Ivlieva, rédactrice en chef sur la plus grande chaîne du pays. Son émission rassemble 15 millions de téléspectateurs chaque jour, parmi lesquels je m'intéresse surtout à l'œil de Moscou. So, what are the subjects you're talking about mainly? Like, is it yeah, what? Because I saw the description of your program, and you say economy, social, roads, even everything. There was not the word politic. Do you talk about politics? No, politics is not our terms. Okay. Only social, economics, and climate, and another. And I think in the morning it's not good time for politics problems. Oh, okay. But everything is a bit politic, don't you think? Like every problem is a bit politic, don't you think?
Потому что вы же все равно не поверите, что все, что выходит в рамках нашей программы, решаю лично я. Вот лично я, Елена, знаю, что я сегодня расскажу зрителям это, а завтра расскажу зрителям другое. И надо мной нет никакого контроля. Это просто вот можно, я говорю, я дам вам возможность, ходите за мной неделю, 2 недели. Вы убедитесь, что у нас самая свободная на сегодняшний день пресса. What do you think about it? What do you think about the official media and how they and the relationship with the borough and what they can say and what they can't say? I think they really do what they want, but they lost their profession. Capitaine de l'équipe d'en face, Alexandra Perepelova est rédactrice en chef de Dozhd TV, la chaîne emblématique de l'opposition russe. Elle me présente un point de vue radicalement différent sur le pays, qui suffit à expliquer cette perquisition de police, menée ici même, quelques temps plus tard. You can see on Federal TV reports about Russian villages destroyed and dying right now. You can see this, and this is Federal TV. This is a tool of propaganda. Okay, so you said you like TVRN very much. What does it represent for you on this channel? This is only one independent TV channel in Russia. You know, this is a huge power of convincing people or telling the stories about news not covering on the federal TV channels. Can you tell me more about it? Yes. In 2011, we started to cover Russian protests against crime on elections to the Gosduma. This was huge protests with thousands of people, and we covered that, and we covered the annexation of Crimea. It was free, it was an air, and we was only one who covered from the TVs. So I think the tension in power in Kremlin was grow, but we can do what we want to do, just covering the news, what happened in Russia, in real Russia. Pris entre les tirs croisés de ces deux chaînes, de ces deux visions du journalisme, je recherche un arbitre sur un terrain plus neutre et je rencontre Filip Vujacic, jeune rédacteur en chef d'Afisha, l'un des médias culturels les plus influents du pays. We got a government worldview, we got a liberal worldview, and sometimes they miss a lot from the picture of the day. And if I really want to read an independent media, I have to open 2 medias or 3 medias or 4 medias, and then I start to collect a puzzle from certain events. Try to make the information objective, because all media in Russia in some way doing propaganda. It's liberal propaganda, government propaganda, left propaganda, right propaganda, alt-right propaganda, and all kinds of propaganda. And it leads us, readers, I speak like a reader now, to seek for the objective picture of the day. En sortant de ce cirque où sont jetés les journalistes, j'emporte avec moi une curieuse impression de déjà-vu. Comme si, en Russie, la pression du pouvoir ne faisait qu'appuyer sur les fractures de la profession, minée par la censure d'un côté, l'autocensure de l'autre, et le piège partagé du discours militant. Pourquoi dès lors persister à défendre le journalisme ? Pour le comprendre, je dois rencontrer ceux qui se tiennent sur la brèche, coûte que coûte. Me rendre à Moscou, où doit se jouer bientôt la grande finale. C'est là précisément que j'ai rendez-vous avec Ivan Golunov, l'un des journalistes les plus menacés de Russie. Quelques mois plus tard,
Les images de son arrestation feront le tour du monde. Я, собственно, специальный корреспондент «Медузы», занимаюсь расследованиями. Одна из тем, которыми я занимаюсь, это, собственно, правительство Москвы, расходы, коррупция, расходы на благоустройство, там что-то еще, коррупция и так далее. Я надеюсь, что они понимают, что, как бы, собственно, то, что я занимаюсь, как бы, какими-то расследованиями, что это не чей-то там заказ. И они понимают, как бы, что от этого есть некоторая польза и для них. Потому что, когда вокруг все СМИ говорят о том, какие они замечательные, они могут не замечать каких-то проблем. Например, Кемеровская область, где губернатор Роман Тулеев полностью зачистил медиапространство, и там не было никаких намеков даже на какой-то критический взгляд. В результате случилась трагедия с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня», и выяснилось дикое количество проблем просто по всем фронтам, начиная с того, что по документам этого торгового центра не существовало, а это была кондитерская фабрика, то, собственно, те, кто за это отвечал, они все являются родственниками друг друга и так далее. То есть там, как бы, выяснилась дикая коррупция. В нем там, собственно, помещениями владел брат мэра города. Когда у тебя нету какого-то критического взгляда, альтернативного взгляда, ты можешь погрузиться, собственно, в какое-то топкое болото собственных иллюзий, считать, что все у тебя хорошо, а у тебя полный ад. Если ты управляешь, ты должен понимать, где у тебя болевые точки, где у тебя случаются конфликты и где они могут случиться. Собственно, я лично так вижу, собственно, роль «Медузы» в некой экосистеме российской. Хотя, конечно, в какой-то там беседе с кем-то все чиновники правительства Москвы будут говорить, да, что это вот наш главный враг. C'est cet appel à servir la société tout entière que j'entends mieux que jamais à l'Écho de Moscou, l'une des plus grandes radios nationales, pourtant indépendantes, où je retrouve à leur poste des journalistes attaqués au couteau, un an auparavant. Je suis rédacteur en chef adjoint de la radio Écho de Moscou. C'était la première radio indépendante qui a été formée après la première loi sur la presse en 1990. Voilà. Je suis un des fondateurs de cette radio. D'accord. Et c'était quoi le climat à cette époque? Est-ce qu'il y avait une liberté dans la presse, ou est-ce qu'il y avait déjà une forme de contrôle tout de même, malgré cette période d'ouverture Je dirais que non, il y avait une concurrence. Et je pense que c'était le début d'une situation normale, qui pouvait devenir normale, tout à fait, avec une concurrence, avec des chaînes, et la diversité d'opinions et la diversité de courants. Et c'était normal, à mon avis. Et puis, au début des années 2000, à l'arrivée de M. Poutine à la présidence, ça a commencé. C'est 2001, c'est la chute de la NTV, de la chaîne NTV de Goussinski. Ensuite, c'était la chute de Berezovski. Et ce qu'on a maintenant, c'est une autre image. Et du coup, est-ce que vous, même en tant que radio nationale déjà bien implantée, puisque vous étiez l'une des premières radios libres, est-ce que vous ressentez quand même des types de pression Oui, ce sont tout d'abord les pressions économiques. Politiquement, on peut nous faire chuter, c'est en un instant. Mais il n'y a pas de cette volonté politique, je ne sais pas pourquoi. Peut-être ils veulent avoir une radio comme ça, c'est pour la vitrine, mais vous savez, ça nous est égal. Notre initiative ne sera jamais par exemple, de fermer la radio, ou bien dire on est sous pression, on va fermer la radio. Non. C'est le principe général, c'est de ne pas faire le travail d'autrui. Mmh. Ouais. Ils veulent fermer la radio, qu'ils la ferment. Et pas nous. Et pas nous. Alors cette journaliste s'appelle Tatiana Felgengauer, elle est rédactrice en chef adjointe de la radio Écho de Moscou. Effectivement, il y a 8 jours, elle a été poignardée dans les locaux de la radio. Son agresseur lui a planté un couteau dans la gorge. Tant on peut ne penser
à la vérité, aux informations, à la sûreté des informations, aux ressources, aux sources des informations et aux opinions adéquates, on doit travailler. Quelle serait comme ça votre vision aujourd'hui des médias russes? Est-ce que vous pensez que ça va se libérer, ou au contraire, est-ce qu'on va vers plus de censure? Finalement, on va se libérer. Mais ce sera encore plus difficile qu'après la chute du pouvoir soviétique. Parce que la profession est trop empoisonnée. Il y a plusieurs zones de confort. Parce que être avec l'État, avec le président, être conformiste, c'est une sorte de confort. Et il y a un autre confort. C'est être toujours de position. Et là, c'est la profession de journaliste qui se perd. Et fini toutes les conversations sur le journalisme spécifique en Russie, parce qu'il n'y a pas de journalisme spécifique. Qu'il s'agisse du Rwanda ou bien de la Russie ou bien de la France ou des États-Unis, d'Australie, il n'y a pas de journalisme. Il n'y a qu'un seul. C'est une fonction publique, elle est toujours la même. En Russie comme ailleurs, des journalistes luttent pour l'information libre, quoique les victoires soient si rares. Au terme de ma quête, j'emporte avec moi l'exemple de leur dévouement. Cernés par les écueils, ils résistent à toute facilité pour informer fidèlement les citoyens, pour éclairer leur droit de vote. Pour moi, ils sont les gardiens du journalisme. Les noms et les photos des champions du monde qui défilent sur l'Arc de Triomphe.